C'était la personne que vous voyez en allumant les infos du matin. Pension, Texas est derrière les barreaux ce matin après avoir été filmé en train de voler les décorations de Noël de son voisin. Qui peut penser à faire ça? Extrait de sa bande démo, toujours sur YouTube, elle était le visage et la voix de confiance des téléspectateurs. Mais aujourd'hui, dans un retournement de situation choquant, cette ancienne présentatrice de journal télévisé est désormais accusée de meurtre. Ce matin, à 07h51, des agents ont répondu à un appel concernant une agression au couteau dans le bloc 1500 de East Crowley. Elle aurait tué d'un coup de couteau la personne la plus inattendue que la police dit avoir été poignardée plusieurs fois. Cependant, il semble qu'elle ait choisi une ligne de défense. Voici ce qu'elle dit. Sa version des faits concernant ce crime horrible. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Law & Crime. Très bien, plongeons dans cette histoire. Les présentateurs du journal du matin, ils ont un peu cette image parfaite, n'est-ce pas? Oui, tu mets les infos, il fait très tôt, le soleil dort encore, mais ils sont déjà pleins d'énergie. Ils semblent toujours être au courant de tout ce qui se passe dans votre communauté. Et c'est ce qui rend ce qui se passe dans cette histoire si choquant. Nous suivons une affaire à Wichita, Kansas, impliquant un ancien présentateur du Morning News, aujourd'hui accusé de meurtre. Voici Angie Mock. D'après LinkedIn, elle a plus de 10 ans d'expérience en actualité locale. C'est le type de métier dont je parle, j'y ai moi-même travaillé. Ça peut sembler glamour de l'extérieur, mais croyez-moi, c'est un vrai défi. Et cela demande des années de dévouement, beaucoup d'engagement et de sacrifice. Apparemment, Mock avait déjà fait ses preuves. Sa carrière a débuté en novembre 2002. Journaliste sportive, elle a débuté sur une petite chaîne locale à Lincoln, Nebraska. Et il semble qu'elle ait vraiment gravi les échelons en passant par des endroits comme Rochester, Minnesota, Missoula, Montana et Oklahoma City. Et puis elle a atteint le plus grand endroit où elle a travaillé, Saint-Louis. Elle a présenté le matin dans cette ville de mars 2011 à février 2015. Mais en 2015, il semble qu'elle ait quitté le métier et se soit reconvertie dans la vente de logiciels. Avec le temps, elle bénéficiait d'un fort soutien familial, surtout de sa mère. Une femme nommée Anita Avers travaillait comme thérapeute clinique et familiale à Wichita. Sa biographie précise qu'elle traite les adultes souffrant de dépression, d'anxiété, de troubles du spectre, de traumatisme, de troubles de l'humeur et de problèmes relationnels comme les conflits familiaux, l'infidélité ou le divorce. C'était donc une femme qui gérait vraiment beaucoup de problèmes très sérieux liés à la santé mentale. Et il semble aussi qu'au final, elle était une mère fière de sa fille. Actuellement, sa photo de profil montre sa fille Angie Mock, qui semble faire un reportage en direct sur le terrain. Et voici une photo d'elles deux ensemble. Celle-ci a été publiée en 2019. Aujourd'hui, thérapeute familiale, présentatrice matinale, mère et fille. Ces détails rendent l'événement du 31 octobre, d'après la police de Wichita, particulièrement difficile à comprendre. Ce matin, à 07h51, des agents ont répondu à un appel pour une agression au couteau dans le bloc 1500 de East Crowley. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont été accueillis dans la rue par une femme blanche de 48 ans qui avait subi plusieurs coupures à la main. Les agents sont entrés dans la résidence et ont trouvé une femme âgée de 81 ans souffrant de multiples blessures par arme blanche. Les deux ont été transportés dans des hôpitaux locaux. Selon la police, Angie Mock, l'ancienne animatrice souriante du Morning News, a tué sa propre mère en la poignardant à plusieurs reprises. Voici ce que nous savons sur l'apparence de la scène. Une voisine a dit à KAKE que Mock s'était précipité vers elle et son petit ami. Voici ce qu'elle a dit. Cette voisine a déclaré, je cite, « Il y avait une femme qui s'est approchée de notre véhicule avec du sang, comme si ses mains en étaient couvertes. Son corps ensanglanté, elle nous a demandé d'appeler le 911. Imaginez à quel point une telle situation serait terrifiante si vous étiez simplement en train de conduire dans la rue et que cette personne venait vers vous. » Mais ce voisin a dit que Mock a alors pris leur téléphone portable et s'est précipité dans la maison pour appeler le 911. Elle a décrit Mock comme étant effrayée. Maintenant, la mère de Mock que vous voyez en train de la serrer dans ses bras sur cette photo, Anita Avers, 81 ans, a été transportée d'urgence à l'hôpital. Elle est morte de plusieurs coups de couteau prétendument donnés par sa fille. Voici la photo d'identité judiciaire de Mock. Angéline, 47 ans, a été placée en garde à vue pour meurtre au premier degré. Nous avons retrouvé l'enregistrement des appels au 911 de Mock.
Et nous obtenons un peu d'informations, un peu d'indices sur la version de l'histoire de Mock. Écoutez ceci. La chose rapide de la mère? La mère pour se sauver elle-même. La mère, femme blanche de 1m75 corpulente, affronte un rival. Voulez-vous attaquer la chaîne? Ceci est la communication du centre d'appel. L'essentiel de ce que vous entendez est là. L'opérateur dit que la personne qui a appelé le 911, c'est Angie Mock, a dit quelque chose comme quoi elle aurait eu besoin de poignarder sa mère pour se sauver elle-même. Cela signifie-t-il qu'elle parle de légitime défense? Angie Mock et sa mère ont été emmenés à l'hôpital, selon la police. Angie Mock avait des coupures aux mains, sans certitude qu'il s'agisse de blessures de défense. On ne sait pas non plus si Angie Mock et sa mère avaient des problèmes de santé mentale ou des différends antérieurs. Nous n'avons pas pu trouver de casier judiciaire antérieur pour Angie Mock. Jusqu'à présent, son dossier semblait relativement vierge. Angie Mock est actuellement détenue sous caution d'1 million de dollars à la prison du comté au Kansas. L'affaire est désormais entre les mains de la justice pénale. De nombreux téléspectateurs d'Angie Mock réagissent à la nouvelle avec stupéfaction. La grande question est de savoir si Angie Mock a prémédité le meurtre de sa mère, ce qui serait un meurtre au premier degré au Kansas. S'agissait-il vraiment d'une légitime défense? Et, selon les mots des opérateurs du centre d'appel d'urgence, est-ce quelque chose qu'Angie Mock a dû faire pour se sauver elle-même? Pour en discuter, voici le retraité de la police de New York. Le détective David Sarny, c'est un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime, surtout pour analyser ces histoires. En tant qu'officier, on reçoit beaucoup d'informations dès le début lors de ce type de situation. Parlons un peu de ce qui se passe quand vous recevez cet appel. Vous savez qu'il y a eu une sorte de coup de couteau? Je veux dire, que se passe-t-il dans la voiture en arrivant sur les lieux, puis après? Eh bien, merci de m'avoir invité. Ce qui se passe, c'est que le 911 est appelé. Le répartiteur du 911 va ensuite transmettre l'appel au répartiteur. Le centre d'appel 911 contacte le dispatch, qui transmet ensuite l'appel radio aux agents sur place. Ils demanderont plus d'informations s'ils ont d'autres éléments. Armes sur place, toutes sont tuées, toutes sont ces informations, et on espère que cela a été transmis de l'opérateur 911 au dispatch. Puis les agents arriveront sur les lieux. Et c'est une scène active à ce stade, parce que l'appel téléphonique provient en fait de l'une des, à ce moment-là, victimes potentielles. Plus tard, on découvre qu'il s'agit en réalité de l'auteur des faits. Donc il va falloir s'assurer que vous allez obtenir immédiatement les informations de la seule personne qui a réellement tout observé. Il y a aussi 901 personnes étaient présentes et ont vu l'incident, ou en tout cas l'incident initial. Vous allez les séparer du mieux possible et apporter et fournir une aide dès que possible à la victime. À ce moment-là, l'autre victime sera dans la chambre. Tout le monde fera en sorte que les secours arrivent rapidement. Si vous pouvez aider immédiatement ou autrement, faites-le. Je sais que, dans ce cas, excusez-moi, la mère d'Angie Mock, la victime, a été transportée d'urgence à l'hôpital. Elle avait reçu plusieurs coups de couteau et a été transportée à l'hôpital. Malheureusement, elle perd la vie. D'un point de vue d'enquête, je ne sais pas s'il y a une bonne façon de poser cette question. Mais le fait qu'ils aient dû la déplacer de l'endroit où elle se trouvait sur le lit, les secours pour essayer de l'emmener à l'hôpital, est-ce que cela complique l'enquête? Vous ne pourrez jamais, vous ne serez pas en mesure de voir dans quelle position elle se trouvait, à part le fait qu'il a été rapporté qu'elle avait été laissée dans le lit. N'est-ce pas? C'est là que les entretiens sont essentiels, car lors de l'enquête, vous devrez interroger de nombreuses personnes. Parmi eux figurent les agents sur place, premiers intervenants. Qu'ont-ils observé? Où la mère était-elle dans le lit et comment était-elle positionnée? Dormait-elle ou était-elle juste allongée? Comme si elle était tombée dans le lit. Les caméras corporelles des agents sont aussi utiles. C'est toujours quelque chose que nous utilisons beaucoup. C'est-à-dire, vous savez, toutes les images qu'ils ont, surtout que c'est une scène active, en direct. Nous utilisons les images des caméras corporelles si disponibles. Autre point positif, à chaque étape de l'enquête, vous en verrez beaucoup. Beaucoup d'éléments évoluent à ce stade. Donc vous avez ce que vous avez. Vous avez 2 personnes blessées. Et ce qui va se passer en ce qui concerne les enquêtes, c'est comment ils ont été blessés. Et c'est ce que les détectives vont déterminer. Et maintenant, comment ont-ils été blessés? Qui l'a fait? Où est l'arme? Pourquoi cela est-il arrivé? Eh bien, parlons un peu d'Angie Mock, cette suspecte, parce qu'il semble qu'elle va plaider la légitime défense, mais elle est aussi accusée de meurtre au premier degré, ce qui, au Kansas, implique la préméditation. Quel genre de preuves les forces de l'ordre pourraient-elles avoir pour, en quelques jours,
décider que c'est de cela qu'elles vont l'inculper? Cela va être les déclarations faites par la prévenue à ce moment-là, avant son arrestation. Une fois que vous avez parlé à l'opérateur, tout cela, tous ces éléments vont s'assembler dans ce puzzle. Mais vous savez, c'est pour cela que les agents peuvent procéder à l'arrestation. Nous arrêtons sur la base d'un motif probable. Et le procureur décide ensuite s'il y a lieu de réduire ou d'aggraver ces charges. À ce stade, ils ont requalifié en meurtre au premier degré, supposant un acte prémédité. Bien sûr, il faut maintenant comprendre la relation entre la mère et la fille. La mère et la fille vivaient ensemble. Ce sont des éléments qui s'ajoutent, c'est une autre partie de l'affaire. Donc chaque élément s'ajoute à l'ensemble. Et c'est incroyable, le fait qu'ils commettent un meurtre tout de suite. Et d'habitude, il y a un certain temps d'attente. Il pourrait y avoir d'autres accusations ou une requalification du meurtre au premier degré en homicide involontaire, ou meurtre au second degré. Ça sortira plus tard. Pour l'instant, ils gardent la charge la plus élevée, donc ils ne l'ont pas fait. Ils estiment avoir assez de preuves pour poursuivre cette affaire, sans doute raisonnable. Elle fait cette déclaration qui paraît être un argument de légitime défense. Quelque chose comme « j'ai dû le faire pour me sauver moi-même ». Et je ne sais pas s'il y a un problème de santé mentale en jeu, je ne suis pas sûr. Comment déterminez-vous cela, sachant qu'il n'y a que 2 personnes qui savent ce qui s'est passé et que l'une d'elles est morte? Comment savez-vous, en tant qu'enquêteur, s'il s'agissait ou non de légitime défense? Eh bien, en tant qu'enquêteurs, nous cherchons à comprendre les raisons, et c'est là que les personnes concernées ont ce que nous appelons l'état mental coupable. Était-ce intentionnel ou accidentel? Cela ne paraît pas. Était-ce de l'imprudence? Est-ce que cela a été fait sciemment? Ces éléments entrent en jeu, mais pour un meurtre au premier degré, c'est intentionnel. Nous cherchons des preuves pour démontrer l'intention de la personne, ce qui est souvent le plus difficile à prouver. C'est pour ça qu'ils vont recommencer. Enquête approfondie sur le prévenu à ce stade, via les réseaux sociaux et tous ces anciens rapports d'incidents domestiques. Parler aux voisins, parler aux amis pour voir s'il y avait une certaine animosité entre eux dans cette relation. Car la légitime défense est ce à quoi le procureur devra répondre, si c'est le cas. Et maintenant, l'avocat de la défense va devoir présenter des preuves pour démontrer qu'il s'agit de légitime défense. Et le procureur va examiner toutes les preuves, il doit réfuter cette défense présentée par l'avocat de la défense. Que signifie-t-il et où est-ce? La police dit qu'elle avait des coupures aux mains et il s'agissait d'Angie Mock, la suspecte dans cette affaire. Elle a dû être emmenée à l'hôpital parce qu'elle avait des coupures aux mains. Qu'est-ce que cela vous indique? Voilà le problème. S'agit-il de blessures défensives ou d'use au couteau qu'elle utilisait pendant l'agression? Les enquêteurs constatent souvent que s'il y a 2 blessés, surtout lors d'une attaque ou d'un coup de couteau, il peut s'agir de blessures défensives ou dues à l'utilisation du couteau. Vu la gravité des coups de couteau, il est possible que vous vous soyez blessé aux mains, d'où leur examen. Ils prennent probablement des photos des mains et parlez avec elles, car vous allez voir la victime. A-t-elle des blessures de défense? A-t-elle des blessures de défense aux bras ou aux mains? Donc vous savez si les blessures sont sur les mains de l'accusé. Cela amène, sans certitude absolue, à penser qu'elle aurait porté le premier coup de couteau. Alors, quelle preuve montre que la victime a essayé de blesser l'accusé? Il cherche cela, l'avocat de la défense aussi. C'est pourquoi, dans cette affaire, il faut s'assurer que tout est en ordre. Vous avez photographié la scène du crime, interrogé toutes les personnes possibles et vérifié tous les antécédents. Parce que, vous savez, cela n'arrive pas sans contexte. Cela se passe vers 8 heures. Ont-ils l'habitude de se retrouver à ce moment? Ou bien était-ce « Je conduis jusqu'à la maison et je poignarde ma mère ». C'est ce que nous allons devoir découvrir au fur et à mesure que l'enquête avance. Eh bien, l'autre aspect aussi, c'est que je sais, et encore une fois, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Nous verrons comment cette affaire évolue. Mais elle aurait poignardé sa mère à plusieurs reprises. Est-ce que cela nuit à l'argument de légitime défense de quelqu'un s'il y a plusieurs coups de couteau, alors que la personne aurait pu s'arrêter? Mais ils ne l'ont pas fait. Si cela est vraiment allégué ici? Quand vous voyez ce type d'incident et que vous voyez des incidents domestiques, il peut y avoir un coup de couteau, un seul ou plusieurs, et c'est ce qui arrive. Mais ce que nous devons déterminer, c'est le fait en lui-même. Est-ce que l'accusé a subi des blessures qui pourraient être considérées comme une manière de se défendre? Où se trouvait ce couteau? Si le corps est retrouvé dans la chambre, la traînée de sang depuis l'endroit où l'incident s'est produit à l'origine jusqu'à l'endroit où nous trouvons le corps, ou là où le corps est retrouvé. Tout repose sur les photos de la scène de crime que vous recevrez.
Si vous aviez déjà des infos de l'accusé, c'est pourquoi ces appels au 911 sont enregistrés. Parce que vous voulez savoir ce que l'accusé a précisément dit à l'opérateur du 911, car c'est important. Et ça, vous savez, les secours médicaux qui arrivent sur les lieux. Qu'ont-ils entendu? Qu'est-ce qu'elle leur a dit? Tout cela est recevable, car il s'agit seulement d'obtenir des informations générales pour cette affaire, pas d'une garde à vue. À quel point est-il difficile de déterminer ce qu'est une blessure défensive? Ce serait une conférence avec. Vous parlez du personnel médical, vous allez parler au médecin et vous allez demander au médecin sur place, au médecin à l'hôpital. Quel type de coups de couteau, de blessures ou de plaies la main de l'accusé présente-t-elle maintenant et quel type de blessures la mère a-t-elle subi à ce stade? Donc il y a une multitude de choses à faire et il s'agit de documentation. Consigner clairement et précisément les propos des médecins et les informations sur l'autopsie à gérer ensuite. Pour la mère, Souvent, en écoutant des appels au 911, on cherche toujours avec le recul à savoir s'il s'agit d'un meurtre. Vous pouvez l'écouter autrement si vous ignorez les accusations contre la personne. Que souhaitez-vous entendre? Nous n'avons pas encore entendu son appel au 911 ni son ton de voix. Nous ne savons pas précisément ce qu'elle a dit à propos de ce qui s'est passé dans la maison, ni en quoi cela diffère de ce qu'elle a raconté aux enquêteurs. Mais qu'écoutez-vous lorsque vous écoutez un appel au 911? Peut-être avant d'aller interroger un suspect et d'essayer de comprendre ce qu'il pourrait dire une fois que vous serez en salle d'interrogatoire. cet appel au 911 est enregistré. Vous l'examinez ensuite et vous cherchez des incohérences lorsque vous lui parlez. Et c'est ce que vous recherchez. En réalité, combien de temps a-t-il fallu aux enquêteurs pour obtenir l'enregistrement de l'appel au 911 et pour lui parler? Maintenant, si elle est coupable et placée en garde à vue, vous devrez lui lire ses droits, Miranda, lors de l'interrogatoire. Donc je ne sais pas. Nous ne savons pas pour l'instant si elle a été interrogée parce qu'elle était en garde à vue. Était-elle en garde à vue quand elle a évoqué l'appel au 911 auprès des enquêteurs, si cela s'est produit? Mais si vous avez l'occasion de parler à quelqu'un avant cela, vous voulez voir les incohérences entre ce qu'ils ont dit au moment où ils ont passé l'appel et ce qu'ils disent ensuite. Quand ils ont l'occasion de parler à un enquêteur et de vérifier ensuite si ce qu'ils disent est exact. Et c'est bien cela. Vous ne pouvez pas toujours prouver que les gens mentent, mais vous cherchez des incohérences dans leurs récits pour les réfuter avec des preuves. Angie Mock a 47 ans et sa mère 81. Cela fait aussi partie de l'histoire. L'âge entre-t-il parfois en compte dans la crédibilité de l'argument de légitime défense de quelqu'un? Je ne connais pas l'état physique de sa mère ni tout ça. Mais il semble que pour quelqu'un dans la 80aine d'être l'agresseur, c'est quelque chose qui pourrait soulever quelques doutes. En y réfléchissant, la personne accusée ici a 47 ans, donc assez jeune. Je n'ai certainement jamais été dans une situation où quelqu'un m'a attaqué avec un couteau, si c'est bien ce qu'elle prétend s'être passé. Mais comment tenez-vous compte des dynamiques d'âge dans cette histoire? Vous considérez l'âge, la force et la condition physique de la victime, ici la mère. Cela revient aux entretiens avec d'autres personnes qui la connaissent. Elle a un mari qui sait, peut-être qu'il a plus d'informations sur le contexte entre la mère et la fille. L'âge fait une différence, mais cela revient à la question de savoir s'il y avait des blessures qu'elle a mentionnées. À ce moment, la prévenue a affirmé que cela l'avait poussée à se défendre contre sa mère. Si le corps est dans la chambre, où est-ce le couteau? Si c'était de la légitime défense, le couteau serait quelque part présent. Personne n'en a parlé. On ignore s'il est là ou retrouvé. Mais si vous défendez quelqu'un, d'où vient ce couteau et où a-t-il été trouvé? L'accusé l'a-t-il apporté? Était-il dans la cuisine? On voit rarement des couteaux dans les chambres. C'est là que commence le processus de l'enquête sur la scène de crime, la scène de crime initiale étant dans la maison. Vous devez déterminer où cette bagarre a-t-elle commencé, où cet incident a-t-il commencé et où s'est-il terminé. La mère s'y est-elle traînée? C'est pourquoi, même sans photo de l'emplacement du corps à ce moment-là. C'est basé sur les entretiens avec les premiers intervenants et peut-être avec l'accusé, avant qu'il ne devienne accusé. Comme « Où est la mère ? J'ai poignardé ma mère. Où est ta mère ?» Tout cela va sortir, tout cela va ressortir. Dans ces interrogatoires de police, comment êtes-vous formé à interroger quelqu'un lorsque vous essayez de comprendre exactement ce qui s'est passé? Quels sont certains des faux pas que vous voyez les prévenus, les suspects faire lorsqu'ils essaient de dire « Hé, c'était de la légitime défense. Ils sont venus vers moi, je me défendais seulement, je suis innocent. » Comment déterminer s'ils disent vraiment la vérité? Revenons à l'enquête. Nous en avons eu. La police, les gens mentent-ils à la police? Oui.
Nous ne rencontrons ces personnes que pendant quelques heures, peut-être quelques jours, donc nous ne connaissons pas vraiment leur passé. Et ce qu'ils vous disent, c'est la vérité. Vous découvrez la vérité grâce aux faits, d'où la question précise. Si elle vous attaque, où étiez-vous? Que vous a-t-elle fait? Montrez-le-moi. Ce sont des points à aborder. Vous découvrez alors les incohérences de l'histoire selon les faits. Si elle dit qu'elle se défendait, alors pourquoi? Quel genre de blessures et ces blessures aux mains? Si les blessures aux mains ne sont pas défensives, cela contredit sa version de légitime défense. Y a-t-il une blessure qu'elle a subie en dehors des mains, des coupures sur ses mains causées par le couteau? C'est ce que vous examinez. Si elle l'a frappé avec un objet, un instrument dangereux, une télécommande, n'importe quoi, une lampe, où est-il? Où cela a-t-il été fait? Et pour l'instant, d'après ce que vous avez, il y a beaucoup de spéculations. Sa photo d'identité judiciaire montre peu de blessures au visage. Je ne sais pas quelles autres blessures elle a, car elle peut dire qu'elles viennent de sa mère. C'est pour ça qu'elle s'est défendue avec ce couteau. Quel type de légitime défense as-tu? Pouvais-tu sortir ou partir? Je veux dire, à quelle vitesse une femme de 80 ans pourrait-elle t'attaquer avec un couteau, si c'est ça qu'elle va raconter dans son histoire? Mais c'est pour ça qu'on réfute ces déclarations avec des faits. Et si elles sont appuyées par des faits, alors elles sont appuyées par des faits. Des gens tuent-ils parfois en légitime défense? Ça arrive, mais c'est l'ensemble des circonstances et les faits présents qui détermineront si c'est de la légitime défense ou non. On verra comment l'histoire évolue. C'est très triste. Je veux dire, quand on regarde sa carrière à la télévision, elle semblait être une présentatrice très accomplie. Et quelle chute, désormais accusée du meurtre de sa mère. Histoire incroyable, David Sarny, détective retraité du New York Police Department. Toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup et prenez soin de vous. C'était On the Case sur Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois